Ok, on revient. Donc, on vient de finir la loi normale et je vais vous présenter deux grandeurs en fait que j'ai un peu cachées. J'ai jamais parlé de mu, enfin j'ai toujours parlé de mu et de sigma sans jamais dire ce que c'était. Mais en fait, ça va s'apparenter à ces paramètres d'espérance et de variance que j'avais présentés dans le cas discret. Donc, les espérances et les variances vont avoir du sens aussi dans un cas continu. C'est juste qu'il faut prendre un peu plus de temps pour les définir, mais il n'y a pas de souci, on a le droit de le faire. Donc, je vais le faire maintenant et ensuite on parlera d'approximation. Ok, donc première chose, l'espérance. Donc l'espérance, je vous rappelle que dans le cas de variables discrètes, ce qu'on avait dit, c'était que l'espérance de x, c'était tout simplement la somme sur toutes les valeurs possibles de x des xf de x. Okay. En fait, cette propriété, elle va se retraduire dans un cadre de variables continues, sauf que ma somme devient une intégrale, en fait. Donc, ce sera une intégrale de cette fonction-là dx, en fait, tout simplement. Okay. Donc, l'espérance de x, quand vous avez une variable aléatoire à densité f, okay, ça sera l'intégrale sur R de x f de x dx, tout simplement. Alors, il y a une petite condition, c'est qu'il faut que l'intégrale converge. C'est que rien ne garantit que cette intégrale ait du sens. Okay. Et ça, j'en parlerai un tout petit peu dans une prochaine capsule plus tard, mais voilà. Disons qu'on, si jamais tout se passe bien, cette intégrale converge. En tout cas, cette intégrale impropre est définie. Dans ces cas-là, je peux le définir. Donc, petit exemple, loi uniforme. Okay, donc, vous avez la loi uniforme sur 0,1. Que vaut l'espérance de cette variable-là? Donc, on a la formule, on peut le faire. Okay, donc, c'est marqué ici. Je prends x, je prends x, gf de x et dx. Donc, je prends l'intégrale sur R de x multiplié par la densité. Donc, la densité, je vous rappelle que quand on est sur une variable uniforme sur 0,1, c'est l'intégrale, c'est l'indicatrice sur 0,1 de x. Okay, donc, en gros, qui vaut 1 uniquement quand on est sur l'intervalle 0,1, puis sinon qui vaut 0. Okay, donc, je me retrouve avec cette fonction-là. Donc, finalement, l'intégrale avec cette indicatrice en 0,1 veut juste dire qu'en fait, ça ne sert à rien d'intégrer sur R. La fonction, elle est nulle quasiment partout, sauf sur le petit intervalle 0,1. Donc, en fait, je me retrouve à intégrer entre 0 et 1. Et la seule paramètre qui intervient, c'est ce x. Okay, donc, je me retrouve à intégrer cette fonction-là. Or, la primitive de x, c'est x2 sur 2, tout simplement parce que si vous dérivez ce x2 sur 2, vous récupérez ce x. Donc, ça marche, c'est bien la primitive. Okay, donc, c'est la primitive x2 sur 2 pris entre 0 et 1. Donc, ça vaut du 1 moins 2, enfin, 1 moins 0 divisé par 2, ce qui vaut 1,5. Donc, l'espérance de x vaut 1,5. Et ça a du sens, en fait. Enfin, je ne sais même pas s'il y avait besoin de faire un calcul, en fait. C'est que j'ai déjà une loi qui est symétrique par rapport à 1,5. Okay, donc, voilà, c'est la valeur centrale, en fait. C'est vraiment la valeur au milieu de mon intervalle. Okay, donc, effectivement, en moyenne, je tombe autour de cette valeur-là. Tout simplement. C'est ça qu'on est en train de dire. Loi exponentielle. Alors, la loi exponentielle, si jamais je la regarde, on peut faire la même chose. Je me retrouve avec mon x. Je vais juste l'entourer. Ici, j'ai mon x. Et ensuite, je me retrouve avec du f de x, dx. Donc, il ne faut jamais oublier ce x. Encore une fois, après si vous l'oubliez, ce n'est pas très grave. Vous allez tomber sur 1. C'est que l'intégrale de f de x dx va nous donner 1. Nous, on calcule l'intégrale de x f de x dx. Okay, et comme une variable exponentielle est uniquement définie sur R+, uniquement sur les réels positifs, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'aller mettre de la masse en 0. Il n'y a rien en 0. Okay, il n'y a aucune chance de tomber en dessous de 0. Donc f, petit f, est rigoureusement nul avant 0. Donc, on peut écrire cette intégrale. Donc là, il faut juste bricoler un tout petit peu. Enfin voilà, c'est juste du calcul. Bon, intégration par partie, blablabla. Enfin, en tout cas, on peut faire les calculs. Si vous voulez les faire, faites-les. Il n'y a rien de méchant. Mais on peut montrer que l'espérance de x, c'est 1 sur lambda. Okay, donc, quand vous avez une loi de loi exponentielle, en fait, le paramètre lambda, tel qu'il apparaissait, c'est-à-dire le fait qu'on ait une exponentielle de moins lambda x dans la densité, en fait, le paramètre lambda s'interprète comme l'inverse en fait, de la moyenne. Okay. Alors, si je vais quand même vous l'écrire, mais je ne l'ai pas mis ici, mais si jamais vous avez une variable x qui suit une loi normale mu sigma 2, alors dans ces cas-là, l'espérance de x, c'est mu. Ça, par contre, je le ferai pas le calcul parce qu'il est assez compliqué et assez pénible. Mais voilà, c'est ce paramètre mu. OK. Pas assez compliqué. En fait, pas tout le monde fait une intégration par partie, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on avait défini des espérances, on pouvait définir les variances. Donc la variance, c'est relativement simple. C'était de dire, j'avais ma moyenne mu.
Et dans ces cas-là, je m'intéressais à cette grandeur qui était. Pardon, j'étais sur des sommes. Je m'intéressais à des sommes des x moins mu à la 2 multiplié par f de x. On fait la même chose. Sauf que ma somme devient une intégrale. Okay, et donc, je me retrouve à intégrer x moins sa moyenne à la 2 multiplié par la densité des x. Là encore, il faut que l'intégrale converge. On voit que quand on commence à. Pourquoi l'intégrale ne convergerait pas? Je vous rappelle que l'intégrale de f de x, elle vaut 1. Donc ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est quelque part, ça me garantit que j'ai une intégrale qui est. En tout cas, j'ai une fonction f qui, en gros, devrait prendre des valeurs pas trop grandes. Mais le problème, c'est ce x, quoi. Quand je fais x soit f de x, quand x part à l'infini, ça peut être grand, quoi. Et là, on voit qu'on prend même du x à la 2. D'accord. Donc, on peut effectivement avoir des soucis quand on part sur les. Je ne dis pas qu'on part à l'infini, mais quand on commence à avoir des grandes valeurs en x, c'est possible que ce x à la 2 devienne relativement grand. Okay, donc, même si la densité est petite, le x à la 2 peut l'emporter et ça peut devenir un peu pénalisant. OK. Donc, il y a plein de cas pour lesquels ça marche. La loi uniforme, par exemple. On peut calculer la variance d'une loi uniforme. Alors, c'est pas non plus si méchant que ça, mais le calcul n'est pas beaucoup plus compliqué. Je commence par centrer, donc on centre en enlevant la moyenne. Okay, donc j'ai du x moins 2, pardon, x moins 1 demi, je l'élève à la 2, et j'intègre cette fonction-là entre 0 et 1. Alors, c'est pas si méchant que ça, il faut juste savoir que la primitive de cette fonction, ça fera apparaître quelque chose qui ressemble à ça à la 3, divisé par un tiers. Encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, faites la dérivée. Donc, vous dérivez ça par rapport à x. Et donc, vous devriez voir effectivement que ce x à la 3 va me donner, cette fonction à la 3 va me donner une fonction à la 2. Okay, et le 3 va se multiplier avec le 1 tiers pour me donner un 1. Donc, ça marche, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, le point auquel on arrive, en tout cas, je vous conseille de savoir le retrouver, cette chose-là, mais c'est que la variance d'une loi uniforme sur 0,1, ça vaut un douzième. Voilà. Donc, une loi normale, une loi uniforme sur 0,1, c'est de moyenne un demi et c'est de variance un douzième. Voilà. Retenez-le par cœur parce que ça peut être pratique. La variable gaussienne, j'en avais parlé un tout petit peu. En fait, si vous avez une loi normale de paramètres mu et sigma 2, en fait, mu et sigma 2 s'interprètent comme étant la moyenne et la variance en fait de la variable aléatoire. Okay. Petite propriété que j'avais un tout petit peu évoquée, mais que sans vraiment l'expliciter, c'est-à-dire que quand vous avez une variable x qui a une certaine moyenne et une certaine variance, sigma 2, donc moyenne mu et variance sigma 2, si jamais, et quelle que soit sa loi, là je ne suis plus uniquement dans le cas gaussien, si jamais vous avez cette variable-là, dans ces cas-là, je peux toujours définir cette variable-là. Cette variable-là, elle aura une propriété assez intéressante, cette variable z. La propriété, c'est quoi? C'est qu'en fait, cette variable, elle est d'espérance qui vaut 0, donc elle est centrée, et qui plus est, la variance de z sera égale à 1. Alors, je ne sais plus si je le démontre, mais vu que je ne le démontre pas, je peux vous le faire quand même en 2 secondes. C'est une définition, mais la propriété en bas est une propriété. Hein. Donc, enlever mu et diviser par sigma, c'est une définition de la notion de centrée réduite. Maintenant, pour expliciter les termes, pourquoi c'est vrai? Tout simplement parce que l'espérance, encore une fois, elle reste linéaire. Okay, donc, l'espérance de z, c'est l'espérance de x moins mu divisé par sigma. Alors, j'ai le droit de sortir mon sigma, ça, il n'y a pas de souci. Mais comme le mu est égal à l'espérance, cette chose-là, c'est l'espérance de x moins mu divisé par sigma. Okay, donc, j'ai le droit de sortir le mu de mon espérance, sauf que cette grandeur-là, c'est égal à mu. Donc, je me retrouve avec du mu moins mu sur sigma, ce qui fait 0. Okay, donc, effectivement, cette variable, elle est centrée. Okay, donc, ça, il n'y a pas de souci. Et alors après, par contre, il faut bricoler, je pense, un tout petit peu pour récupérer le fait que la variance soit égale à 1. Donc, pour prouver que la variance sera égale à 1, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Je prends juste le fait que j'ai ma variance de z. Ma variance de z, je vais dire que c'est la variance de x moins mu sur sigma. Je peux sortir le sigma. Encore une fois, toutes les propriétés que j'avais évoquées dans le cas discret marchent dans le cas continu. Donc, je me retrouve avec du 1 sur sigma à la 2, variance de x moins mu. Décalé d'une constante, ça ne change strictement rien. Cette chose-là, c'est la variance de x. Or, la variance de x, elle vaut sigma 2, donc je me retrouve avec du sigma 2 divisé par sigma 2, ce qui vaut 1. Okay, donc, en fait, centrer et réduire vous donne toujours des variables qui sont centrées, c'est-à-dire d'espérance 0, et réduites, c'est-à-dire de variance unitaire. Okay, alors, petite propriété magique, j'ai mis 3 étoiles essentiellement sur la preuve, mais en fait, le théorème doit être connu. C'est-à-dire qu'on peut prouver que on a cette propriété-là,
et je vais juste vous détailler ce que ça veut dire dans un instant. La propriété de gauche, c'est quoi? Cette chose-là, vous devez le connaître normalement. Cette chose-là, ça correspond à f de k. Ça, c'est f de k quand vous avez une loi Bernoulli une loi binomiale de paramètre NP. Okay, c'est la probabilité d'avoir obtenu k fois pile en lançant n pièces à pile ou face avec une probabilité p d'obtenir pile, tout simplement. Okay, donc ça, c'est ma densité, c'est ma fonction de masse d'une loi binomiale. À droite, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais quelque chose d'un tout petit peu différent. Donc, je récupère mon k ici. Alors, forcément, si j'écris dessus, on ne va plus rien voir. Donc, j'ai du k. Et si jamais je dis que mu est égal à np et que sigma 2 est égal à np1 moins p, dans ces cas-là, on reconnaît ici une loi normale. Cette chose-là correspond à peu de choses près à une loi normale. Alors, je vais le noter phi parce que c'est juste pour distinguer de l'autre, mais en fait, c'est la loi normale de paramètres mu et de variance sigma 2 quand je le prends en k. Okay, donc, ce que je suis juste en train de vous dire, et désolé, ça a encore sauté, mais ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'à peu de choses près, une loi de Bernoulli, ça correspond à peu près à une loi normale. Okay, alors, j'ai un peu moins de conditions, si ce n'est que je n'explicite pas ce que veut dire ce à peu près égal. Mais en fait, la seule chose que je demande, c'est que n soit grand. Donc, il n'y a plus la propriété. Ce qu'on avait vu, c'est que quand n fois p était relativement petit, plutôt que, disons, égal à lambda, dans ces cas-là, on avait notre loi de Poisson, mais ça voulait dire que la probabilité p était relativement faible. Là, cette probabilité, ici, p, ça marche bien en particulier quand p est de l'ordre de 1,5. Okay, donc, c'est pour ça qu'on l'utilisera énormément quand on fera des sondages ou quand on fera des proportions. Okay, mais là, ce qu'on nous demande juste, c'est que n soit grand. Donc, n fois p peut être là aussi très, très grand. Okay, cette propriété reste vraie. D'accord? Donc, souvenez-vous juste qu'on a cette propriété d'approximation de la loi binomiale par une loi de Poisson, puis la preuve, elle est pénible, mais elle est là. Donc, je vais juste essayer de vous le prouver, enfin, pas vous le prouver, mais en tout cas de vous montrer l'intérêt de cette formule-là. Okay, je lance 10 pièces. Okay, bien équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la probabilité d'obtenir pile, elle est égale à la probabilité d'obtenir face, c'est-à-dire 1,5. Okay, et on nous demande la probabilité d'obtenir entre 3 et 6 fois face. Donc, ça a un n très méchant. Et en tout cas, j'aurais pu le faire plus tôt, cette question-là. Okay, alors, je le fais maintenant parce qu'en fait, j'ai envie de vous parler un tout petit peu de l'approximation normale, parce qu'elle sera importante par la suite, mais encore une fois, on le refera un peu plus tranquillement, même si, voilà, dans cette partie-là, je vous fais un peu la théorie mathématique, et après, on se contentera de dire, oh, on a une approximation gaussienne, ça marche. Mais mon point est de dire, OK, je lance des pièces, c'est des lois de Bernoulli. C'est des lois de Bernoulli, et en fait, on a cette propriété. Si jamais je regarde le nombre de faces que j'ai obtenu, dans ces cas-là, j'ai une Bernoulli n, c'est le nombre de fois que je l'ai lancé, et le paramètre p, c'est 1,5, tout simplement parce qu'en fait, on a dit que la pièce était équilibrée. Okay, donc, le nombre de faces que j'ai obtenu, ça suit une loi binomiale de paramètre 10, 1,5. Okay, donc, comment je fais pour faire le calcul? Alors, c'est là où c'est un peu pénible, c'est qu'en fait, la loi de Bernoulli, la loi binomiale, OK, je peux calculer sa proba individuellement, mais les fonctions de répartition, par contre, c'est un peu galère quand même. Okay, parce qu'en fait, je suis obligé de sommer tout. Il n'y a pas de formule simple pour les fonctions de répartition de loi, ou même la probabilité d'appartenir à un intervalle pour une loi binomiale, c'est compliqué. Donc en fait, je suis obligé de calculer les trois probabilités, c'est-à-dire je tombe sur 3, 4, 5 ou 6. Okay, et bien ça, je fais tout simplement le calcul. Donc j'utilise la formule magique qui nous dit chacune des probas, je sais les calculer. C'est que je fais le nombre de manières de combiner k éléments par mes 10. Et puis j'ai du 1,5 puissance k, 1 moins 1,5 puissance n moins k, 10 moins k. Alors, il y a quand même un petit point intéressant, c'est qu'en fait, comme on a une pièce équilibrée, en fait, toutes les probas qui se trouvent ici sont toutes les mêmes. C'est globalement, comme 1,5 et 1 moins 1,5 sont égaux, en fait, cette probabilité-là, c'est tout simplement 1 sur 2 puissance 10. Donc là, au moins, on est content. Cette partie-là, elle n'est pas compliquée. Ce qui est juste pénible, c'est l'aspect combinatoire. Et donc, en fait, on peut faire les calculs quand même et montrer, si jamais vous faites les calculs des 4 probabilités, la probabilité d'être soit égale à 3, 4, 5 et 6, ça fait à peu près 77%. Okay, donc, je vous ai fait le calcul. Oups, désolé, ça a encore sauté. La probabilité d'être compris entre 3, 4, 5 et 6, c'est de l'ordre de 77%. Et c'est effectivement ce que me donne le calcul en R. Donc, je somme, encore une fois, D veut dire densité, c'est-à-dire masse de proba, d'une loi binomiale. Je regarde les valeurs 3 à 6, donc 3, 4, 5, 6, pour une loi binomiale de paramètre N qui vaut 10 et probabilité 1,5. Je tombe bien sur ce 77,34%. Je peux faire une approximation normale. Alors, mon approximation normale, je vous rappelle, elle me disait, je prends mu qui est égal à n fois p.
En l'occurrence, ça vaut 10,5, ça vaut à peu près 5, 10 cinquième, enfin 10 demi. Sigma 2, j'avais dit que c'était NPA moins P. Donc sigma, ça vaut la racine carrée de NPA moins P. Okay. Et en l'occurrence, si vous faites le calcul, ça vaut à peu près racine de 5 sur 2. Donc à peu près 1,58. Je pourrais me dire, je peux aussi tenter la même chose, c'est-à-dire je regarde la probabilité d'être dans un intervalle. Alors, c'est exactement le calcul que je fais là. Je me demande la probabilité pour que je sois compris entre 3 et 6. Okay. Et donc, ce qu'on avait dit, c'est quand on essaie de calculer des grandeurs sur les lois normales, on passe notre temps à centrer réduire. Okay. J'enlève mu, je divise par sigma. Okay. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est tout simplement, je récupère ici ma loi Z, qui suit à peu près une loi normale centrée réduite, et donc je dois être compris entre 3 moins 5 sur 1,58 et 6 moins 5 divisé par 1,58, ce qui me donne à peu près cette probabilité-là. Et donc, je peux récupérer cette probabilité-là. Donc, si jamais je regarde l'approximation telle qu'elle, ça va me donner du 0,63. Alors, on voit qu'on n'est pas très loin, enfin, on est assez loin quand même du 77%. Alors, ça vient d'un tout petit souci technique, qui est que, formellement, dans un cas, je m'intéressais à des probabilités très précises, qui étaient 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, mais c'est ça, il y avait 4 valeurs. Alors que là, je suis sur une loi qui est continue et qui va prendre des valeurs sur un intervalle de longueur 3. C'est pas exactement pareil en fait. Si vous regardez attentivement ce qu'on était en train de calculer, j'avais mes 3 valeurs ou j'avais mes 3 masses. Et ce que je suis en train de calculer, c'est en fait l'air qui se trouve là. Et en fait, on voit l'air qui se trouve là et ça marche pas trop parce que ça correspond pas au calcul qu'on a calculé. Donc ce qu'on a calculé, c'est en fait les airs qui se trouvent là. C'était la somme de ces 4 rectangles. J'avais 4 valeurs. Okay, j'ai la probabilité, l'air qui se trouve là, c'est la probabilité que mon x soit égal à 3. L'aire suivante, c'est la probabilité d'être égale à 4. L'autre, c'est égal à 5 et l'autre, c'est égal à 6. Donc, en fait, on est un peu plus grand, en fait, mine de rien. D'accord? Alors, il y a plusieurs possibilités pour corriger de ce petit problème. La première, ce serait de se dire, dans ces cas-là, de prendre un intervalle de longueur 3, je prends un intervalle de longueur 4. Okay, mais en fait, ce n'est pas la solution optimale. Même si, c'est quand même celle-là que j'ai proposée ici. Okay, donc, je m'amuse à regarder ici les valeurs qui vont se trouver là. En fait, on peut faire un petit peu mieux. Donc c'est ce que je proposais là, de dire je prends un intervalle de longueur 4, essentiellement parce que fondamentalement le calcul qu'on avait fait sur la loi discrète était quelque chose de longueur 4. Okay, la somme de mes 3 probabilités me donnait une espèce d'air de longueur 4, donc je dois avoir un petit peu plus. Il y a une petite correction qui a été. Alors c'est normalement celle que je. Alors c'est pas celle que je propose ici. Il existe une correction, c'est ce qui s'appelle le décalage de Berry-Essen, qui consiste à dire en fait je vais décaler de 1,5. Okay, donc au lieu de dire tout à l'heure, je vous disais, on va prendre, je reprends juste ma formule, mais je prends 6 moins 5 divisé par l'écart type, puis j'enlève 3 moins 5 divisé par l'écart type. En fait, je peux faire un petit décalage avec du 1,5. Okay, si vous regardez attentivement, je fais un petit décalage de 1,5 ici. Donc, au lieu de décaler en prenant la valeur supérieure ici, au lieu de dire je rajoute la partie qui se trouve là, en fait, on pourrait décaler un tout petit peu. Okay, donc, on le voit ici, il manque un petit truc en haut. Pardon. Oh, c'est pénible ce replay. Il me manque une petite partie dans la partie supérieure là. Okay, donc en fait, on a envie de tout décaler un tout petit peu de 1,5. Et c'est exactement ce que propose la correction de Berry-Essen. C'est au lieu de dire, OK, j'intègre tranquillement ma loi normale sur mon intervalle 3,6, en fait, je vais décaler un tout petit peu. Et en fait, je vous montre. Alors, la formule, elle est là, encore une fois, 3 étoiles. Et voilà, ce qu'on peut montrer, en fait, c'est qu'il y a une petite correction ici de 1,5 quand on veut faire les calculs propres de l'approximation normale, en particulier quand n n'est pas trop grand. Ici, j'ai que 10. 10, c'est pas beaucoup. Mais malgré tout, il s'avère que la loi normale marche pas trop mal. Donc, si jamais je fais ma correction, en fait, on aurait eu ces valeurs-là. Alors, je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas ici. C'était la valeur qui était là. Voilà. Désolé. Quand je fais mon petit décalage de 1,5, en fait, je tombe aussi sur 77%. Désolé. Donc, le petit décalage de 1,5, en fait, me permet de récupérer, même avec uniquement 10 observations, une approximation normale qui marche très très bien. Okay, donc, dans la pratique, on oubliera parce que n égale 10, je veux dire, on ne fait pas des stats quand on a 10 observations, mais il s'avère que potentiellement, en tout cas, on peut avoir des approximations qui ne sont pas si mauvaises que ça avec la loi normale, y compris en petite dimension. Il faut juste faire une petite correction pour tenir compte du fait que, si vous regardez attentivement, les lois normales, elles sont à valeur continue, alors que les valeurs discrètes, elles sont super discrètes quand même. Il n'y a que 10 valeurs possibles, et donc mon approximation ne marchera pas très très bien. OK ? Je vais revenir sur mon histoire d'hôpital tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous avais dit, on avait 12 000 patients, enfin tout à l'heure. Quand on avait fait
des histoires des machines respiratoires. Je vous rappelle, on avait 12 000 patients, on avait une chance sur 1000 pour qu'un patient ait besoin d'un respirateur. L'hôpital n'a que 3 respirateurs. Est-ce qu'il y aura suffisamment? On avait vu qu'on peut faire le calcul avec une loi binomiale, on peut faire le calcul avec une loi de Poisson, mais en fait, je pourrais faire le même calcul avec une loi gaussienne. D'accord? Donc, en fait, ce que je vais juste dire, c'est qu'il suffit d'aller récupérer le paramètre mu. Mu, on avait vu que c'était n fois p. Okay, donc, n, ça vaut 12 000. P, ça vaut 1 sur 8000. Okay, donc, je récupère mon paramètre mu. Mon sigma 2, c'était du np1 moins p. Donc, c'est la valeur qui se trouve en dessous. Et après, quand je lui demande de me calculer la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 3, dans ces cas-là, je me rapproche de ma loi normale. Je vais dire, je vais chercher la loi normale. Alors, cette fois-ci, je vais rajouter ce 3.5. Donc, j'ai ma petite correction de Berry-Essen avec du 3.5. Et je vais dire que z, ça suit une loi normale avec ce paramètre mu et sigma 2. Okay. En fait, si vous faites le calcul, on était à 93%, 93%, là je suis à 94%. Donc on voit que l'approximation normale, elle marche là aussi. Donc là, j'ai un n qui est très grand, mais par contre, j'avais un p qui était relativement petit. Et on voit que l'approximation normale ne marche pas trop mal. OK. Alors, je vais juste faire une petite pause et puis on va reprendre juste après. Donc après, on termine. Une dernière capsule promise sur les probas, parce que je pense que comme moi, vous saturez. Là, mon ordi sature aussi, puisque passe mon temps à faire sauter le AirPlay. Mais voilà, je vais vous parler essentiellement avec des dessins de cette loi normale et du théorème central limite. Et ensuite, on aura fini sur cette partie de probabilité. OK, à tout de suite.